Pourquoi ton Airbnb ne fonctionne pas? Tu as certainement plein de préjugés et parce qu'il y a peut-être trop de concurrence, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui désertent un peu Airbnb justement parce qu'il y en a beaucoup. Tu as probablement plein de croyances limitantes et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais te présenter mon point de vue. Ça fait maintenant un petit peu plus de 6 ans que je suis sur les plateformes comme Airbnb, Booking, donc dans la location courte durée. Je cumule actuellement un peu plus de 15 000 réservations clients effectuées. Donc aujourd'hui, je suis relativement légitime, chargé d'expérience pour pouvoir te la transmettre et te donner un petit peu des conseils. Avec mes élèves qu'on accompagne tous les jours, on a lancé des centaines et centaines de logements également sur le marché, donc sur Airbnb, sur Booking. Donc ça nous fait vraiment de la data. Cette vidéo, elle est basée sur l'expérience client et la data, d'accord? Je la sors pas de mon chapeau comme ça par hasard. C'est pas une vidéo de divertissement. Donc si tu as envie d'améliorer les perfs de ton Airbnb, si tu es intéressé pour faire du Airbnb, du logement atypique et que tu hésites et que tu veux pas te rater, tu veux pas te planter en te lançant, reste sur cette vidéo, d'accord? C'est pas un divertissement, mais par contre tu vas kiffer, tu vas prendre du plaisir et tu vas apprendre beaucoup de choses. Sinon, switch, là ça fait 1 minute, arrête, ça sert à rien, c'est pas pour toi. Si tu veux te défertir, t'as Netflix, tu vas voir Inox, tu fais ce que tu veux, il y en a qui le font très bien, mais ici tu n'auras pas ce genre de contenu. Comment faire performer son Airbnb en 2025-2026 sur les plateformes avec la concurrence, parce qu'elle est réelle, il y a de la concurrence, il y a de plus en plus d'appartements, de biens qui sont hébergés sur des plateformes style Airbnb. Comment on fait? 3 facteurs qu'on va voir dans cette vidéo. On va aller vite, on va aller direct au focus, on va pas blablater, on va pas faire traîner cette vidéo pour rien. Donc abonne-toi parce que je pense que ça va vraiment t'aider. Partage-la à d'autres personnes qui potentiellement vont être en galère parce que ce que je vais te donner dans cette vidéo, c'est de l'or en barre. Tu vas peut-être pas le percevoir comme ça parce qu'il y a beaucoup de contenu un peu bullshit sur YouTube, mais ça c'est de l'or en barre et là tu vas apprendre énormément de choses. 3 facteurs que font 95% des gens qui se lancent sur Airbnb, ils font une erreur. Ils font des erreurs d'investisseurs débutants, c'est du classique. Premièrement, tu ne maîtrises pas, j'ai mes notes, tu vas avoir un peu baissé les yeux, mais on n'est pas là pour faire du bullshit de montage. Encore une fois, je suis pas dans le divertissement, donc j'ai regardé mes notes, mais au moins je suis sûr de te donner 100% de ce que j'ai envie de te donner. Maîtrise pas l'avatar client, maîtrise pas le secteur et ils ne maîtrisent pas leur marché. Ces 3 data, avatar, secteur, marché. 95% des gens, lorsqu'ils se lancent dans l'aventure Airbnb, l'investissement immobilier, et encore plus dans les logements atypiques, c'est encore pire, ils sautent cette étape. L'étape marketing, l'étape plan d'action, l'étape réflexion, l'étape stratégie, étude, c'est sauté. Et on entend les phrases, ouais, la ville a l'air pas mal, je pense que ça va marcher, on va faire un truc cool, c'est sûr que ça marche. Toutes ces phrases-là, poubelle, bullshit, c'est dévastateur pour l'investissement. Je pense que, on pense pas, data. À mon avis, ça va marcher. Encore une fois, c'est ton avis, tu ne sais pas. J'ai regardé la concurrence, ça a l'air bon, ça a l'air, il n'y a pas de ça a l'air. Soit c'est bon, soit c'est pas bon. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, souvent, les gens font cette erreur par manque de connaissances. Ils ne savent pas vraiment comment mener une vraie analyse de marché, une vraie analyse de secteur. Et ils oublient des fondamentaux, ni plus ni moins du marketing. Aujourd'hui, on va parler beaucoup marketing. Ça peut paraître paradoxal en immobilier parce que souvent, c'est des choses qu'on switch. Bon, l'immo, c'est pas du marketing, j'achète. Oui, l'immobilier, c'est pas du marketing. Mais quand tu vas te mettre sur des plateformes pour faire de la location courte durée dans les logements classiques et même atypiques, là, tu fais plus de l'immobilier traditionnel. Tu vas pas sortir un bail et tu vas mettre quelqu'un pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Non, tu vas mettre des clients toute l'année, par centaines, qui peuvent laisser un retour client, etc. Donc là, tu rentres dans une démarche, moi je le dis toujours à tous mes élèves, tu rentres dans une démarche presque d'entrepreneur. Tu vas greffer ton business de location courte durée atypique par-dessus ton immobilier. Donc bien sûr que tu verrouilles tes bases d'IMO, mais une fois que tu as verrouillé tes bases d'IMO, comme bien acheter, bien rénover, avoir fait le bon prêt, avec les bonnes options, etc. Une fois que tu as verrouillé ça comme un bon investisseur, tu sais que tu vas faire de la LCD. Et là, tu dois l'avoir anticipé et tu dois avoir fait les études poussées sur la data et sur ta réflexion marketing pour que ça marche. Avatar, client, secteur, marché. On va analyser les 3 en même temps parce que les 3 sont intrinsèquement liés. Tu vas voir que les 3 finalement sont très liés. Un va dépendre de l'autre, etc., etc. Et c'est un raisonnement pour moi global qu'il faut faire si tu veux être sûr de pouvoir être pile poil là où il faut, montrer le bon bien à la bonne personne et cartonner, faire du cash flow, d'accord? Donc on va décortiquer ça et si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, je vais te faire un petit bonus qui est quasiment le plus important de tous, mais je vais te donner un petit bonus pour performer également encore plus, générer encore plus de réservations et plus de cash flow. C'est pas un bonus bullshit pour te faire rester, c'est un vrai contenu. Donc reste jusqu'au bout de cette vidéo et tu vas voir, il y a vraiment de la valeur. C'est parti, let's go les amis.
Premièrement, on va commencer un peu avec l'avatar client, c'est de se poser la question, et si toi tu as déjà un appart, tu vas déjà pouvoir te la poser en mode est-ce que vraiment j'ai fait ça avant de l'acheter ou je me rends compte que je l'ai pas fait. Et puis si t'as pas encore d'appartement, pose-toi cette question maintenant avant de commencer tes recherches, parce que souvent les débutants grillent des étapes, on a envie d'aller tout, on veut tout le temps tout plus vite, hein. C'est comme les réseaux, tu scrolles etc, on veut aller tout très vite, on veut tout consommer très très vite, donc tu es déjà en train de chercher, tu sais même pas, premièrement, qui est ta cible, qui va être ton client idéal. Je sais, c'est un raisonnement plus d'entrepreneur que d'investisseur, mais il faut que tu t'y fasses. Tu vas avoir cette casquette d'entrepreneurial, c'est qui est ta cible? À qui veux-tu destiner le bien immobilier que tu vas faire? Qui vont être les personnes qui peuvent séjourner chez toi? Et là, je vais te rajouter un mot, en masse. Pas en anecdote, en masse. Qui sont les personnes en masse, en volume, qui peuvent être susceptibles de venir loger chez toi? Tu dois absolument identifier cette personne. Si tu ne cibles pas ta personne, si tu n'as pas ton avatar, ce qu'on appelle un avatar client, d'accord, ton client idéal, tu ne sais déjà pas où tu mets les pieds, tu vas probablement monter un bien qui est pas forcément nul, mais qui est pas au bon endroit, qui est en face des mauvaises personnes et qui ne va pas marcher. Ok, cette vidéo, je te la fais parce que c'est un constat. Je le vois chez mes élèves, qu'on redresse avant, mais je le vois aussi des fois en audit où je vois des personnes qui ont déjà sorti le logement, qui est déjà sur le marché, un bel atypique, et qui flop, mais complet. Je comprends pas, j'ai vu sur les réseaux que on pouvait faire 2500 € de revenus bruts avec un logement atypique. Moi, ça marche pas, c'est bullshit, blablabla. Et là, t'as toutes les rumeurs qui découlent. T'as fait ton travail, tu sais qui est ton avatar client cible? Non, je sais pas, des gens normaux. Mais non, ça c'est pas une réponse. Je te prends un exemple pour illustrer, on va essayer d'être le plus pédagogue possible. Prenons le cas d'école des centrales nucléaires. Centrales nucléaires, en France, souvent c'est reculé, c'est quand même un petit peu en campagne, c'est pas dans les grandes villes, etc., etc. Et la particularité de ces secteurs, c'est que sur un site nucléaire, tu draines beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de prestataires en fonction de s'il y a des redémarrages de réacteurs nucléaires, de tranches, etc., etc. C'est un peu complexe, mais je viens du monde du nucléaire, hein, donc je connais un petit peu, mais il y a beaucoup de personnes. 3, 4, 5 000 personnes en turnover toute l'année. Est-ce que tu penses que ces travailleurs, donc, qui viennent pour le boulot, du lundi au jeudi, qui vont rester un mois, etc., qui vont repartir, c'est que du prestataire extérieur, vont être intéressés pour payer 200 € la nuit dans une love room à 1 km de la centrale? Je te laisse le blanc 5 secondes pour que tu réfléchisses, mais je pense qu'une seconde te suffise. Non, ta love room peut être la plus stylée du monde. Je dis love room ou autre atypique. Elle peut être la plus stylée du monde, avoir un prix super abordable pour les prestations que c'est. Tu es à côté de tes pompes. Tu as montré un bien à la mauvaise personne. Donc des fois, on s'interroge sur le bien, des fois le bien n'est pas bon, mais là en l'occurrence le bien est bon, mais tu le montres à la mauvaise personne. Donc tu floppes au niveau marketing. C'est pas ton bien le problème, c'est que t'as pas analysé, tu l'as mis là où il n'y a pas de demande. C'est l'offre et la demande. C'est la théorie de la bouteille d'eau dans le désert. Une bouteille d'eau dans un supermarché, elle vaut quelques centimes, dans le désert, elle vaut cher. Parce que tout le monde va se l'arracher. Tu vas la présenter aux bonnes personnes, les gens en veulent. Bah là, dans une centrale nucléaire, un travailleur qui a un budget limité par son employeur pour se déplacer, qui est pas là pour faire voilà joli ou qui va pas partir en couple, il s'en fout d'une love room à 200 € la nuit. De toute façon, il peut pas la payer, il préfère faire des économies et en plus de ça, de toute façon, son employeur lui paiera pas, il vient seul avec ses collègues. Donc c'est pas trop romantique. Tu vois, ça c'est fondamental. Qui est ton client cible? Ça, c'est la première question que tu dois répondre. Ensuite, qu'est-ce que veut ce client cible? Là, tu commences à rentrer un peu plus. Est-ce qu'il veut une déconnexion? Est-ce qu'il veut vivre une expérience immersive? Est-ce qu'il veut de l'expérience client? Est-ce qu'il veut de la détente? Quelle est sa fourchette, son statut financier / social? Est-ce que ce que tu vas faire entre dans la moyenne financière et sociale des personnes que tu cibles? Alors encore, c'est fondamental. Tu vois, on a l'avatar grossier, puis ensuite on rentre dans le détail. Qui est cet avatar? Je te reprends un exemple très concret, comme ça, tu vois, tu vas vraiment pouvoir te poser les vraies questions, et là, ça va te décliquer un petit peu. À titre perso, si tu suis un petit peu mes aventures sur Instagram, et je t'encourage à y aller aussi en parallèle, on est, avec mon associé, en train de faire 2 suites troglodytes. Donc troglodytes, c'est des logements sous terre dans la roche, ça va être très très haut de gamme. J'en ai déjà 2 actuellement qui fonctionnent très bien depuis quasiment 3 ans, tellement bien qu'on a réitéré l'exercice avec 2 nouvelles. Aujourd'hui, c'est des logements que je loue entre 200 et 300. Je vais te prendre une grande fourchette parce que ça dépend des week-ends, la semaine, la haute saison, la basse saison, etc. Disons entre 200 et 300 € la nuit pour des logements qui font entre 70 et 85 mètres carrés. Il y en a déjà 2. Là, on achète la nouvelle, une grande grotte de 100 mètres carrés. Donc on se dit, c'est vachement plus grand, on va faire encore plus haut de gamme, tu vois, toujours l'ascension du plus, on va encore faire plus, on va encore faire plus, tu vas voir là où je vais en venir. On commence nos travaux, etc. On découvre deux autres cavités. En tout, on passe de 100 mètres à 150 mètres carrés, d'accord? Et là, on a une réflexion. Et là est mon exemple. Est-ce qu'on fait, du coup, un super truc de 150 mètres carrés avec plus de chambres, etc., super haut de gamme, et donc forcément beaucoup plus cher la nuit? Ou est-ce qu'on le divise en 2? Là, on va pas rentrer forcément dans le calcul de renta, mais c'est pour te donner un exemple. Si je fais un excellent logement avec des prestations
ultra haut de gamme. Alors que moi, à titre indicatif, je suis dans l'Anjou, d'accord, Maine-et-Loire, 49. Je connais mon avatar client, je connais son niveau financier. Pour être rentable, et parce que le prix pourrait complètement justifier, je vais monter à 350, 400, 450 la nuit, voire même plus les samedis soirs. Est-ce que là, je suis pas en train de sortir de la fourchette de prix de ce que peut mettre mon avatar client? Oui, moi je pense que oui. Je pense que les gens dans ma région peuvent se faire un kiff à 200, 250, allez même 300 pour les plus aisés la nuit. Par contre, 500 € la nuit, je suis plus dedans. Je dis pas que je vais pas louer, je vais louer un petit peu, mais je vais drastiquement diminuer mon ratio. Et du coup, je continue mon exemple. Par contre, tu prends ça, tu le mets sur la Côte d'Azur. Là, c'est pas un souci de l'enfiler à 500 € la nuit. Parce que là, t'as plein de villas, t'as plein de beaux trucs, du moment que tu sois compétitif et que t'as un truc stylé, t'en as même des logements qui sont à 4 ou 5 000 € la nuit. Alors, des trucs d'une envergure beaucoup plus grand. Mais tu vois ce que je veux dire. Là, c'est pas gênant. Parce que tu sais que la population n'a pas le même niveau financier. La population moyenne, la masse, a plus de moyens financiers. En plus, tu vas attirer aussi, quand tu regardes ton avatar client, de l'étranger, etc. Donc des gens plus fortunés, plus aisés financièrement, qui vont vouloir vivre cette expérience, cette déconnexion, ce tout en main. Et là, tu peux dire, ok, ça, je suis sûr qu'à 5 ou 600 € la nuit, ça part. Par contre, moi, dans ma région, mon avatar client a un niveau social et financier en deçà. Et c'est ok. À toi d'aller voir les datas de ta ville et de regarder les revenus moyens, etc. C'est super important. Parce que là, tu vois, t'investis plus d'argent. En plus, on veut être concret, t'investis plus d'argent, tu te fais chier, tu fais du haut de gamme, tu dis, va être une pépite. Bah oui, mais si tu le rentabilises pas, parce que du coup, tu sors une pépite, donc t'as envie de la louer très cher, et finalement, tu pourras pas. Donc finalement, est-ce que je pouvais pas mettre un peu moins de budget travaux? Puis finalement, j'aurais quand même loué le même prix, mais ça servait à rien. À un moment, tu vois, pousser la gamme ne sert plus à rien dans certaines régions. Ça sert plus à rien parce que tu le retrouveras pas sur le prix. Ok, donc ça, c'est de l'avatar client. Ce que vaut mon client, c'est se déconnecter, c'est couper le temps d'un week-end, le temps d'une soirée avec sa compagne, son mari, etc. Et là, je réponds pas à l'offre. Et boum, je viens de perdre une part de marché. Ça, c'est une question que tu dois te poser fondamentalement. Ça va derrière t'amener à réfléchir au secteur, du coup. Donc, tu vois, c'est pour ça que c'est intrinsèquement lié. C'est quand tu as ton avatar, tu as un petit peu ton secteur aussi. Parce qu'en fonction de ton avatar, où vivent ces gens? Où moi je suis et où vivent ces gens? Ça t'amène à cette question-là. Où vivent ces gens? Est-ce qu'ils vivent dans un village de 300 habitants où la moyenne d'âge est de 60 ans, c'est des retraités et du coup, leur revenu financier est beaucoup plus faible? Tu vois? C'est ça. Et là, tu commences à regarder ton secteur. Ok, bon bah là, je sais qu'il faut pas que je sois trop loin des grandes villes non plus. Après, c'est de l'atypique, ça te permet de reculer quand même un petit peu plus, mais je sais que je reste près d'un pool, d'une masse de gens qui sont en plein dans ma cible. Et là, c'est ok. Par contre, un village de 400 habitants, non, ça va pas être bon. Je te fais pas l'aparté que, en plus de ça, mettre, ne serait-ce qu'en termes d'investissement, là, je parle même pas en termes de location courte durée, des billes dans un village de 400 habitants pour ensuite revendre. Est-ce que ça va être liquide? Est-ce que tu vas retrouver ton argent? Moi, je déconseille systématiquement à mes clients de faire ça. Je trouve que c'est une erreur d'intelligence d'investissement. On fait attention à où on place son argent quand même, c'est fondamental. On n'est pas toujours focus que sur le cash flow. Le cash flow, c'est très bien, c'est fondamental pour avancer. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où tout le monde se voile la face et j'en ferai une vidéo, dites-moi un petit peu en commentaire si ça vous intéresse, mais de penser que parce que tu vas faire de la location longue durée, machin, que si, que ça, tu vas devenir riche avec l'IMO, c'est du bullshit. Tu vas te retrouver coincé au bout de 2 ou 3 investissements selon ton salaire et puis crois-moi, tu seras pas millionnaire. Donc ça fonctionne pas comme ça. Attention, on est toujours focus cash flow, c'est fondamental, mais il faut essayer de penser à la liquidité du produit. Donc on évite les petits villages. Ok, donc à partir de là, tu regardes ton secteur. Ah bah tiens, je veux faire un beau logement atypique pour les couples. Bah, je vais pas me mettre dans un village tout petit à côté d'une centrale nucléaire. J'ai pas la cible, c'est pas le secteur, c'est pas fait pour moi. Maintenant, je vais plutôt me placer, pas forcément que dans des grandes villes, attention, hein, on va pas rentrer en détail sur tout ce que peut permettre de faire les logements atypiques, mais tu vas pouvoir reculer dans les villes un peu plus petites, mais qui sont à portée de tir de villes où il y a beaucoup de volume, encore une fois. Là, ça s'analyse et là, tu vas voir, ça va t'ouvrir plein de villes. Je te cache pas qu'en plus, ces avantages de ces villes-là, c'est que t'as pas de réglementation anti-Airbnb, t'as pas de soucis, c'est beaucoup moins connu, etc. Donc, ça marche très bien. Il y a une question qui revient souvent, et là j'ai envie de t'amener un petit peu sur cette réflexion, c'est ouais mais du coup dans ces villes-là, il y a de la concurrence. Il y a déjà, prenons l'exemple d'une Love Room, encore une fois pour être vraiment très frontal, très terre à terre et très pédagogue, il y a déjà 6 ou 7 Love Rooms sur le marché. Est-ce que tu te dis c'est saturé? Dites-moi en commentaire les amis, moi ça m'intéresse de voir votre raisonnement. Je vais essayer de vous donner le mien. Je vais pas dire que je vais essayer de vous faire changer l'esprit, mais du moins de vous faire peut-être voir différemment. Moi c'est mon job, après tu fais ce que tu veux. Moi je te donne mon expérience en plus, hein. Je te donne mon expérience, je dis pas ce que j'ai envie ou ce que je pense n'a pas d'intérêt. Ce qui compte, c'est ce qui fonctionne et ce qu'on analyse. Ça a de la valeur. Il y a déjà 6 ou 7 love rooms, et là tu dis, oh bah je voulais faire une love room, c'est saturé. Est-ce que tu penses que c'est saturé ou est-ce que tu penses qu'il y a quand même de la place sur le marché? Moi je pense qu'il faut taper entre les deux. Parce que la saturation, t'as beaucoup de gourous qui vont dire, mais non, ça n'existe pas, tu fais mieux qu'eux, etc. Moi j'y crois moyen. Parce qu'il y aura toujours mieux que toi, c'est pas la question. Maintenant, est-ce que c'est vraiment saturé? Est-ce que c'est pas faisable? Deux façons de voir. Pour moi, un marché, tu sais, c'est comme quand tu veux lancer un business. Tu fais quoi? Tu regardes le marché. C'est normal, tu refais une veille
conseils concurrentiels. Et là, tu dis, ah, j'ai pas une idée novatrice, etc., etc. Les idées novatrices, ce sont des anecdotes dans le monde. Les plus grands de ce monde qui ont trouvé des idées novatrices sont devenus milliardaires, à la Tesla, à la tout ce que tu veux. Mais ça, c'est des anecdotes. Puis après, tu as tous les multimillionnaires qui n'ont pas réinventé la roue, qui ont juste pris quelque chose d'existant, là où il y avait de la demande, et qui le font un petit peu mieux que 90% des gens. C'est pas forcément qu'ils le font le mieux du monde. Ils le font bien, ils sont dans le top 3 de leur marché, et ils prennent ce que moi j'appelle leur part du gâteau. Un milliardaire qui a une idée de génie, il a pris tout le gâteau, c'est le seul. Tu vas pas le réinventer. Aujourd'hui, il existe tellement de projets, tellement d'atypiques différents, tu vas pas le réinventer. Par contre, est-ce que tu peux pas venir prendre une part du marché? Donc dans une ville où il y a déjà des love rooms, est-ce que toi, tu peux pas faire en sorte que la tienne, elle ait quelques éléments différenciants, quand même, pour pas être frontalement dans la concurrence, augmenter tes chances d'être vu? Et est-ce que tu peux pas te mettre dans le top 3 des plus jolies, des plus pertinentes, des plus immersives, avec une expérience les plus intéressante, avec un rapport qualité-prix qui est ultra intéressant, et durer dans le top 3? Est-ce que ça, c'est pas jouable? Moi, je pense que si, c'est jouable. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a de la demande dans cette ville. Donc pour moi, ça sature pas. T'as besoin de prendre une part de marché pour faire ton cash flow. T'as pas besoin d'être leader et unique leader de ton marché. Parce qu'après, il y a la question de si t'es le seul, est-ce que parce qu'il y a vraiment de la demande, ou est-ce qu'en fait t'es complètement à côté de tes pompes? Ah oui, c'est sûr que t'es le seul, t'es la seule love room, mais c'est normal, il y a pas la cible en fait. Donc là, c'est sûr, c'est bien beau d'être seul, mais si tu la loues pas, ça sert à rien. Tu vois ce que je veux dire? Donc apprendre avec des pincettes, mais analyse ça comme il faut. La concurrence, des fois, c'est bon signe. À toi d'être dans le top 3, de faire de la qualité, il y aura peut-être meilleur que toi, mais prends ta part de marché et tu vas voir que là, ça va fonctionner. Donc avec tout ce que je viens de donner un petit peu sur ta cible, ton marché, etc., justement, on va regarder un petit peu. Là, tu regardes cette vidéo, tu as peut-être déjà ton annonce qui tourne et là, tu te dis, mince, je viens de reprendre mon marché, je viens de reprendre mon secteur, mon avatar, j'ai peut-être pas tout mis à côté, mais finalement, je me rends compte que c'est pas terrible. Tu peux essayer d'optimiser et sauver, entre guillemets, ton annonce. Soit c'est insauvable et tu vends, ou soit tu viens un petit peu regarder et essayer maintenant que tu connais un peu plus ta cible, voir si tu peux pas refaire ton appart, l'améliorer, le basculer sans pour autant le vendre et le faire reperformer. Tu sais, des fois, il faut mieux réinjecter 3, 4, 5, même 10 000 euros des fois dans les travaux pour le faire reperformer, parce que derrière, quand tu sors un produit qui est adapté, là, c'est vraiment démultiplié. Donc, re-regarde si ton logement, il est en plein dedans, sinon adapte-le, adapte tes prestations, adapte tes upsells aussi, il y a plein de choses que tu peux adapter. Il y a des upsells déjà des fois qui me disent, je comprends pas, j'en vends pas. Bah, c'est normal, tu vends pas d'upsell, pas romantique, parce que tu es dans une ville où il y a que des retraités, donc ça les intéresse plus. Et puis tu es dans une zone où c'est une zone, je sais pas, industrielle, comme le bassin Rhône-Alpes, là où tu as toutes les raffineries pétrolières, etc. Non, c'est sûr que ton pack romantique, il est à côté de tes pompes. Par contre, faire des arrivées peut-être plus tôt ou plus tard pour les travailleurs que tu fais payer, ça par contre, tu vas en vendre beaucoup. Tu vois, donc encore une fois, c'est le bon produit, il peut exister, mais si tu le présentes à la mauvaise personne, c'est du marketing. C'est ce qu'on appelle du ciblage en marketing. C'est comme toutes les grandes boîtes du monde, lorsqu'ils font des publicités, tu cibles qui est ma cible. Et surtout, et ça c'est un de mes conseils, ne cherche pas à faire en sorte que ta cible soit la plus grande possible. C'est-à-dire tout le monde. Tu as besoin d'un peu de masse, mais tu n'as pas besoin de plaire à tout le monde. Plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Donc il y a des gens qui ne sont pas ton client idéal. Notamment quand tu fais des logements atypiques, si c'est pour 2 personnes, etc. Il y a des gens, genre typiquement les travailleurs, c'est vraiment le cas d'école, ce n'est pas ton client idéal. Tu ne dois surtout pas vouloir leur parler en disant « oh, on sait jamais si… » Non, parce que quand c'est comme ça, tu n'as plus un message qui est assez ciblé, que ce soit dans ton titre, dans tes photos, dans ta posture, dans tes rédactions de description, et tu perds un petit peu de ton client idéal alors que c'est lui qui va remplir ton calendrier toute l'année. Repasse dessus, si tu n'as pas encore d'annonce et que tu n'as pas encore investi, bah justement, c'est le moment justement d'intégrer ça dans ta réflexion. Peut-être que là, je viens de t'éviter de faire une boulette à plusieurs milliers d'euros. Je sais qu'on s'en rend pas compte, tu es probablement derrière chez toi en train de regarder une vidéo YouTube, tu dis, il exagère plusieurs milliers d'euros. Oui, sur le coup, tu t'en rends pas compte. Mais crois-moi que quand tu te plantes comme ça, moi j'ai déjà vu des logements style Harry Potter, etc. Mais vraiment être loué 4 nuits par mois parce qu'il est dans un endroit où l'appart il est chouette, hein. Mais c'est mort. Il ne se louera jamais plus que ça. Jamais plus. Il aura un petit pic en été, il ira chercher les 800 000 euros par mois. Puis le reste de l'année, il va tourner à 600 balles, 700 balles. Brut, c'est catastrophique. C'est juste catastrophique. Et là, oui, c'est des milliers d'euros que tu perds parce qu'un appartement comme ça, c'est des apparts qui peuvent te générer 22 000 euros de loyer annuel. Brut, je parle. Après, tu retires les charges, à peu près peut-être 45% d'exploitation. Donc là, on parle de dizaines de milliers d'euros. Donc oui, c'est pas pour faire un petit peu la personne qui connaît tout, mais fais attention. N'oublie pas que tu fais de la vente. Tu vends des nuits. Tu vends pas des objets physiques, mais tu vends des nuits. Pour vendre, il faut être bon en marketing. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a quand même aidé à prendre en considération ces 3 critères intrinsèquement liés, d'accord, comme je t'ai dit, mais un petit bonus. Si tu veux faire performer, là on va rentrer plutôt dans la technique algorithmique de ton annonce sur Airbnb, c'est valable sur Booking aussi. Hein. Premier conseil, une fois que tu as sorti ton annonce, et là je pense que tu vas te reconnaître comme 80, franchement j'ai même pas peur de dire comme quasiment 99% des gens qui font du Airbnb, je suis tombé dedans, je suis tombé dans ces travers aussi. Tu sais, c'est le syndrome un peu de la checklist. C'est-à-dire que tu fais ton projet IMO, t'achètes, tu rénoves, c'est ton bébé, t'as fond dedans, tu fais les plans, tu le sors, tu le shootes en photo, il est
pépito, tu le sors, et puis bah voilà, c'est bon, il est coché. Ça, ce projet, c'est fini, je le range dans les archives. Puis il suffit que tu aies le malheur d'en refaire un deuxième, un troisième, ou que tu fasses autre chose. Et en fait, tu fais une erreur. Ce que je te dis, ça vaut de l'or. Encore une fois, de l'or. Tu t'en rendras peut-être pas compte aujourd'hui, tu me remercieras plus tard. Et je sais qu'un jour, si tu as vraiment pris conscience de ce que je viens de te dire sans vidéo, et que tu ne maîtrises pas, je sais que toi et moi, on sera amenés à travailler ensemble, parce que ça, c'est l'expérience qu'on a de par les centaines et centaines de personnes que j'accompagne en mentorat one-one tous les ans, c'est que tu fais l'erreur de ne plus maintenir ton Airbnb au top. C'est ton bébé, tu t'en es occupé, en plus tu es le super host, t'as tout ce que tu veux, puis là tu le laisses. Et puis au fur et à mesure du temps, des années, tu le vois qu'il décroît, qu'il est moins performant, qu'il est... Bah c'est normal, tu n'injectes plus autant d'énergie. Donc forcément, quand un projet n'a pas d'énergie, il est en descente. Quand tu commences à réinsuffler de l'énergie, repasser du temps, de la réflexion, tu consacres un petit peu de tes neurones au projet, là bizarrement, souvent l'erreur c'est de ne pas entretenir ton Airbnb physiquement. Donc entre ce qu'il est lorsque tu as fait les photos et maintenant, voilà, on va pas se mentir, ça se fait poncer un logement Airbnb, ça tourne, etc. Donc ça a beaucoup d'avantages, mais ça aussi cet inconvénient-là. Donc il faut les entretenir, il faut les maintenir, etc. Il faut maintenir la qualité de tes prestations de ménage toute l'année, 365 jours par an. Ça, c'est un vrai challenge. Tu dois garder le super hôte. Le super hôte, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un statut sur Airbnb qui te permet vraiment une visibilité quand même beaucoup plus accrue que si tu ne l'as pas. Mais tu dois respecter certains critères qui jugent un petit peu justement l'excellence de tes logements, dont un critère sur les 4 qui est le plus difficile à voir, c'est d'avoir au moins 4,8 sur 5 comme note générale sur ton profil. Donc si tu as un logement sur ton logement, si tu en as 2, c'est la moyenne des 2, etc., etc. Et ça, c'est facile quand tu débutes, parce que je te dis, c'est ton bébé, tu t'en occupes, tu es aux petits soins, il est neuf, il est flambant aussi dans l'air du temps au niveau de la déco. Mais quand tu commences à avoir 1, 2, 3, 4, 5 appartes, 2, 3, 4 ans qui passent, là c'est extrêmement difficile. Et moi, ça fait 6 ans, sur quasiment plus d'une vingtaine de logements, on est toujours super host. Mais crois-moi, c'est un défi. Et ça m'est déjà arrivé il y a 2 ans et demi à peu près, je crois, de le perdre pendant un trimestre, ce super host. Et alors là, c'est catastrophique pour tes chiffres. Ça, c'est le premier conseil. Tu dois maintenir ton énergie que tu mets dans ton Airbnb dans le temps. Ça veut dire maintenir pas seulement esthétiquement ton bien, tu dois maintenir ton annonce. Et là, on arrive vraiment dans le tips un petit peu algorithmique. Moi, je conseille tous les trimestres ou au moins tous les semestres, c'est-à-dire au moins 2 fois par an, on change les titres, on change les photos principales, on teste autre chose, on change un peu la description. Airbnb a besoin de voir que tu es actif, que tu testes, que tu prends les retours clients, que tu t'adaptes, qu'elle n'est pas complètement automatisée et passive ton annonce. On cherche tous l'automatisation, mais à un moment, l'automatisation, elle a des limites. Donc là, je te conseille de le faire quand même régulièrement, de faire ce qu'on appelle aussi des A/B tests. C'est sur un mois, tu testes un titre avec une description, tu regardes ce que ça donne. Sur le mois suivant, ok, de la même saison, tu testes un autre titre où j'ai changé ma photo principale pour une autre, lequel a le mieux marché. Tu vois, c'est bête, mais c'est un raisonnement d'entrepreneur. Comment la faire performer au mieux et la faire rester au top? Le plus dur, c'est pas de gagner de l'argent. Souvent, on pense ça quand on n'en a pas, mais le plus dur, c'est pas de le gagner, c'est de le garder. Bah là, c'est pareil, c'est pas d'arriver au top avec ton annonce qui est difficile. C'est déjà bien, c'est chouette, hein. Mais le plus dur, c'est de la garder au top au fur et à mesure du temps. Crois-moi, ça c'est difficile. Aide-toi de l'IA. Nous, on est en train de former beaucoup nos élèves sur l'intelligence artificielle. Ça peut être extrêmement puissant quand tu arrives à t'en servir comme un vrai cerveau, ok, avec du contexte et aller capable de te rédiger très vite tes annonces, de faire des A/B testing pour toi, etc. Tu gagnes énormément de temps, ok. Donc fais-le parce que c'est fondamental pour la faire performer. Et enfin, dernier petit tip, c'est la veille concurrentielle. Tout ce qui est stratégie tarifaire, regarde ce qui se passe. Parce que souvent, tu as ton bien qui est sorti X années et X plus 2 plus 3 ans, t'as jamais rien fait, tu gardes tes prix, c'est lisse, mais le marché il est plus le même, il s'est peut-être saturé. Maintenant, toi t'étais peut-être à 60 € l'agneau, aujourd'hui les biens comme toi ils sont tous à 50. Puis tu vois ton chiffre d'affaires, tu vois ton taux de remplissage qui s'effondre, tu comprends pas. Ouais mais c'est le marché qui est maître. Donc des fois tu te retrouves hors marché parce qu'en fait t'es plus dans le coup, parce que tout simplement tu ne suis pas, tu ne remets plus d'énergie dans le projet. Donc si t'es passif avec tes annonces, d'accord, tu pourras pas les maintenir au top. C'est sûr et certain, tu finiras par la noyer dans la masse et te retrouver page 8, 9, 10, tout ce que tu veux. Et ça, c'est pas ce que tu souhaites. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Là, c'est vraiment, on est dans la série de l'autre côté des réseaux, donc je vous donne du retour vraiment réaliste. Ce que je vous donne, c'est mon expérience. Si ça t'a aidé et que tu as envie d'aller plus loin, que tu te sens un petit peu perdu, tu n'hésites pas, tu peux prendre un appel avec nos équipes, tu auras le lien dans la bio. C'est totalement gratuit, on ne mange pas. Si tu veux discuter de ton projet en cours, discuter de ton projet à venir, tu viens, nos équipes se feront un plaisir de te prendre en visio, comme ça tu vois, c'est plus sympa, on discute, tu prends ce que tu as à prendre, il n'y a pas
pas d'obligation, il n'y a pas de dépense, il n'y a rien. Tu viens, tu prends ce que tu as envie de prendre, tu prends les renseignements que tu as envie de prendre. On te donnera, mais vraiment avec la plus grande des attitudes positives, si je puis dire, notre point de vue là-dessus. Si tu le souhaites, on peut t'aider un maximum. Et puis sinon, n'hésite pas à liker, partager cette vidéo. Ça va aider cette chaîne à être vue, à nous développer, à nous donner de l'énergie. Et puis mets-moi un petit commentaire si tu as envie que je refasse un petit peu des formats comme ça, où je te donne un max de valeur. Sur ce, merci beaucoup, bon courage, bon investissement et on se retrouve très très vite. Ciao, ciao.